d'accord? Ou faux, donc vous mettez X. C'est plus facile, ok? N'implique pas une coronarographie obligatoire et considéré comme un facteur de mauvais pronostic. Donc là, si vous avez des troponines élevées au cours d'une infection au COVID-19, donc est-ce que vous la considérez comme un facteur de mauvais pronostic? Nous verrons, on verra. Hein? Très bien. 10e question. Une élévation de troponine, elle complète la première, traduit une souffrance myocardique, une souffrance ischémique, une athérothrombose, une insuffisance cardiaque décompensée, une embolie pulmonaire avec cœur droit aigu, une myocardite ou une infection quelconque. Ça veut dire en dehors de problème cardiaque. 12e question. Les thromboses veineuses et COVID-19. Est-ce c'est vrai ou est-ce c'est faux? L'incidence des thromboses veineuses est estimée entre 25 et 29% parmi les patients hospitalisés en réanimation. Ça, c'est l'incidence. Donc, c'est à peu près entre 25 et 29. L'administration d'anticoagulants doit être envisagée. La thrombose veineuse profonde n'est qu'une complication précoce de la pneumonie. Une complication précoce. Est-ce que c'est uniquement une complication précoce ou elle peut être tardive? Les thromboses veineuses profondes peuvent survenir à n'importe quelle phase du Covid ou de la COVID-19. Est-ce vrai ou faux? 13e question. Concernant le diabète et la COVID-19, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il existe un risque important de contracter le Covid ou la COVID-19 chez les patients diabétiques. Il existe un risque de développer de formes graves. Il existe un risque de mortalité. Et ce risque de mortalité est lié au sexe, à l'âge et à l'origine géographique. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la réponse juste? Quelle est la réponse fausse? En cas d'infection COVID-19 chez un patient diabétique, vous dites ce qui est vrai, ce qu'il faut. Il faut intensifier ou mettre en route le contrôle des glycémies capillaires. Il faut interrompre les analogues des SGLT2, interrompre les analogues des GLP-1. On peut maintenir la metformine, les inhibiteurs de DPP4, les sulfamides, les glitazones. Il faut donc débuter une insulinothérapie, d'accord? C'est interruption des autres, bien sûr, traitements. Par exemple, lorsqu'on débute une corticothérapie ou lorsqu'il y a un déséquilibre lié à la situation infectieuse. Alors, devant une toux persistante post-Covid, quelqu'un qui continue à tousser, il faut poursuivre ou reprendre une corticothérapie orale systématiquement. C'est l'indication systématique d'une corticothérapie inhalée, ou bien faut-il rechercher des cofacteurs favorisant la toux? Devant une toux, d'accord, qui persiste, vous allez donner une corticothérapie par voie orale, ou bien par voie inhalée, ou bien tout simplement, vous allez chercher les autres cofacteurs avant de donner le traitement. Devant une dyspnée persistante, ça c'était la toux, maintenant c'est la dyspnée. Devant une dyspnée persistante, donc vous pensez aux complications post-Covid graves, embolie pulmonaire et pneumonie bactérienne. Vous allez prendre en charge les comorbidités connues antérieurement ou révélées au décours de l'infection. Vous allez faire un bilan cardiaque systématiquement et vous allez donc utiliser ou indiquer une corticothérapie orale et une dyspnée, ou bien vous allez prendre en charge en même temps psychologique de l'anxiété. Vous pouvez bien sûr utiliser plusieurs. Donc, quelle est la réponse qui est juste et quelle est la réponse qui est fausse? 16e question. Concernant le Covid lent, à ce jour, il n'y a pas de consensus ni de conduite standard quant à la prise en charge du Covid lent. Est-ce que c'est bien codifié ou pas? On ne sait pas.
vous nous le dites. Le médecin traitant généraliste assure la prise en charge initiale et le suivi des patients en post-Covid. Est-ce que c'est le rôle du médecin généraliste? Les rythmes et les modalités des évaluations régulières de l'état des patients sont fixés par le médecin traitant. Est-ce qu'il y a un schéma qui est connu? Eh bien, donc chaque médecin, il doit fixer des rendez-vous donc pour son malade, selon son état clinique. Une prise en charge multidisciplinaire est recommandée. Les examens complémentaires sont systématiquement préconisés. Alors, quelle est la question juste? Quelle est la question fausse? Si toutes ces questions sont justes, vous mettez vrai. Si elles sont fausses, vous mettez faux. 17e question. En dehors des situations nécessitant un avis spécialisé, la prise en charge initiale doit proposer, avant de l'envoyer chez le spécialiste, un traitement symptomatique des principaux symptômes, un traitement étiologique quand cela est possible, un soutien psychologique, voire un soutien psychiatrique, une prise en charge optimisée des comorbidités, une rééducation adaptée à chaque patient, un régime alimentaire approprié avec une bonne hygiène de vie et bien sûr, préconiser des protocoles d'autogestion personnalisés. Alors, quelles sont les réponses qui sont justes et quelles sont celles qui sont fausses? 18e question. Les patients atteints de Covid lent peuvent être orientés pour un avis spécialisé devant. Vous êtes médecin généraliste et donc vous recevez un patient et vous hésitez, est-ce qu'il faut l'envoyer chez le spécialiste ou pas? Première question, première réponse, une hypoxémie inférieure ou égale à 96 au repos ou une désaturation à l'exercice. Vous l'envoyez ou pas chez le spécialiste. Des douleurs thoraciques évocatrices d'une atteinte cardiaque ou pulmonaire. Des troubles du rythme ou des signes d'insuffisance cardiaque. Une fièvre inexpliquée ou un syndrome inflammatoire persistant. Une aggravation d'une pathologie préexistante qui nécessite des explorations spécialisées. Quelle est la réponse juste et quelle est la réponse fausse? Bon, ça c'est plus facile. Peut-on vacciner une personne ayant un Covid lent? Oui ou non? Qui vaccine, qui ne vaccine pas? Quelqu'un qui a un malade qui a un Covid lent, vous le vaccinez? Qui est d'accord? Qui vaccine? Il lève la main. 2. Qui ne vaccine pas? Et toi, tu vaccines, tu ne vaccines pas? Est-ce que le Covid lent est une contre-indication? Très bien. On verra après. Hein. Quelles sont les contre-indications temporaires de la vaccination? J'ai dit temporaire. Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, parce que maintenant il y a des traitements, surtout pour certaines pathologies comme maladie Takayasu et d'autres. Les myocardites ou péricardites survenus antérieurement à la vaccination est toujours évolutif, parce qu'il y a des complications liées à la vaccination, les myocardites, surtout pour certains vaccins, et les péricardites. Infection de moins de 2 mois par le SARS-CoV-2, faut-il vacciner ou pas? C'est une indication temporaire ou pas? Faut-il attendre combien de temps pour vacciner? 3 mois. On va être là, après les réponses. Quatrièmement, patient présentant des symptômes prolongés de la COVID-19. Vrai ou faux? Est-ce que c'est une indication temporaire? Est-ce que c'est une contre-indication temporaire à la vaccination? Quelqu'un qui fait des symptômes prolongés. Les symptômes prolongés peuvent durer combien? 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? Est-ce que vous avez une idée sur la durée? Non? Ouais. Très bien. C'est quoi Covid lent? Ouais. D'abord, il faut savoir que le patient a fait déjà le Covid, c'est un premier signe. Deuxième Covid lent, c'est des symptômes qui persistent entre 4 à 12 semaines. Au-delà de 4 à 12 semaines.
Très bien. Ça, c'est une réponse. Vous êtes d'accord? 4 à 12 semaines. Au-delà de 12 semaines, on ne parle pas de Covid là. 4 et 12, et au-delà de 12 semaines. Oui. Ah, vous avez le micro, oui. Vous avez le micro devant vous. Très bien, on verra. Hein. Après, on verra. Donc, vous aurez la réponse, il n'y a pas de problème. Donc, une troisième dose. Bon, donc concernant la troisième dose, parce que maintenant, on parle souvent de troisième dose, quatrième dose, chez qui on va la donner? Une troisième dose à 6 mois de la deuxième, après la deuxième, pour les personnes de plus de 65 ans et pour les patients fragiles. Une troisième dose est préconisée chez les patients sous corticoïdes sous plus de 10 mg de corticoïdes par jour. Je ne sais pas, vous allez nous le dire. Hein. Et chez les patients aussi, donc, qui sont sous méthotrexate à faible dose. Est-ce vrai ou faux? Très bien. Alors, est-ce que ces réponses sont justes? Est-ce que ces déclarations sont justes? La meilleure protection contre le coronavirus est la vaccination. La meilleure. Monsieur le ministre Elbert, il a dit, il l'a dit. Donc, on va pas dire le contraire de ce qu'a dit Monsieur le ministre. Hein? D'accord. Une quatrième dose est conseillée chez les patients ayant 0 anticorps anti-RBD. Vous connaissez les anticorps anti-RBD? Lorsque vous faites une sérologie pour un malade, vous vérifiez est-ce qu'il était en contact avec le virus. Ça, c'est le premier point. Et vous voulez savoir est-ce qu'il y a des IgM ou des IgG. Mais lorsque quelqu'un reçoit une vaccination, un vaccin, qu'est-ce que vous allez chercher comme anticorps? Tu vas chercher les anticorps anti-RBD. D'accord. Tu vas les trouver à combien? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as déjà demandé ça à tes malades? Qui a fait? Micro. C'est allumé? Sinon, il y a un bouton fort. Alors, on l'a demandé chez quelqu'un qui s'est fait vacciner les 2 doses de vaccin, qui n'a pas répondu. La sérologie TAO, elle est toujours elle est négative. Donc, on appelle ça, c'est le test post-vaccinal. On recherche les anticorps anti-RBD. Pourquoi tu avais fait la sérologie? Comment? Pourquoi tu as fait la sérologie? Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Ah. C'est le patient. Il était inquiet. Il avait des signes, des symptômes de Covid. Il s'est dit, comment j'ai des signes de Covid alors que je suis vacciné? Il a fait son vaccin. Il a fait sa sérologie. Il me l'a ramené. Bon, c'est négatif. La sérologie n'était pas indiquée du tout. La sérologie, c'est une cicatrice. Savoir est-ce que le patient était en contact avec le virus ou pas. Si le patient n'a pas bénéficié d'une PCR ou d'un test antigénique. Donc là, on fait une sérologie, on trouve peut-être IgM ou IgG. Mais si on veut chercher on veut vérifier que le patient était immunisé ou pas, ce n'est pas la sérologie du tout. Ça n'a rien à voir. C'est les anticorps anti-RBD. Voilà, spécifique. Donc, troisième déclaration, il faut doser systématiquement les anticorps après la vaccination pour s'assurer d'une immunité humorale. Vous êtes d'accord ou pas? Non. Les futurs vaccins seront plus efficaces que les vaccins actuels. On a des vaccins, mais il y a beaucoup de firmes qui sont en train de développer des vaccins, d'autres vaccins. Okay? Et certains pensent que ces futurs vaccins seront plus efficaces. Est-ce que vous aussi, vous le pensez? Hein? Très bien. On ne sait pas.
Donc là, vous avez quand même plusieurs questions et certainement on aura plusieurs réponses. Donc, sur le chat, il y a quelque chose sur le chat? Madame? Alors, ils disent bonjour, bonjour. Il n'y a pas de son? Vous n'entendez pas les gens tout à l'heure? C'est bon, c'est réglé? OK, très bien. Donc, on a fait le pré-test en attendant plus tard pour demain, l'après-midi, Inch'Allah. On fera le post-test et on verra si vous avez retenu certaines choses concernant justement ces différentes questions. OK? Donc, vous aurez les réponses demain, Inch'Allah. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à notre première présentation. Pardon, je dois fermer tout ça. Bon. Alain. Très bien. Bon, alors, avant de commencer, je vais vous parler, vous rappeler les actualités thérapeutiques et je vais me baser essentiellement sur l'instruction qui a été rédigée par un groupe d'experts et sous l'égide donc de la DGSS. OK? Et donc, j'aimerais bien avoir votre avis concernant cette note ou bien cette instruction. D'accord? Parce que Covid est toujours là. Donc, on risque d'avoir encore une quatrième vague. Hein, d'accord? C'est risqué, surtout si on ne respecte pas les mesures barrières ou les gestes barrières. Et si on ne vaccine pas donc, le maximum de notre population, parce qu'ailleurs, dans les autres pays, ils sont maintenant presque à l'abri de vagues dangereuses, parce qu'ils ont vacciné au moins 70% de la population. Chez nous, malheureusement, donc, on n'a pas encore atteint le nombre requis, c'est-à-dire on voulait le maximum, on voulait vacciner au moins 70% de la population, mais je crois d'après les derniers chiffres, Monsieur le ministre a signalé que c'est 50%. Les 50%, c'est première dose et deuxième dose. Et l'idéal, c'est avoir au moins 50% des patients qui ont eu les deux doses à la fois. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, même au ministère, ils ont déclaré que le risque de la troisième vague est toujours là. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions. Et notre rôle est primordial justement pour sensibiliser la population sur les risques donc, de la troisième vague. Mais, Inch'Allah, j'espère qu'il n'y aura pas de troisième vague. Même s'il y aura une troisième vague, elle va être, si vous voulez, plus légère que la deuxième vague, plutôt la quatrième par rapport à la troisième vague, parce que la troisième vague, honnêtement, on a eu pas mal de décès, comme vous le savez, beaucoup d'hospitalisations et aussi beaucoup de complications. Donc, je vais vous parler justement donc, de la conduite thérapeutique devant un cas de COVID-19, donc symptomatique. Donc, il vient vous consulter, soit à l'hôpital, soit au niveau de votre cabinet. Et donc, je me suis basé donc, sur les instructions qui ont été élaborées par le ministère de la Santé. Et la dernière, donc, c'était du 10 mai 2021, je crois, donc relative à la démarche diagnostique et thérapeutique. Et la dernière, c'était le mois de juillet. OK, la dernière, c'était le mois de juillet concernant le traitement. Alors, en matière de démarche diagnostique, il a été signalé que cette démarche diagnostique doit reposer sur un faisceau d'arguments épidémiologiques, cliniques et biologiques.
Donc, il n'y a pas eu de changement par rapport à la première. C'est que le changement, c'était la tomodensitométrie. Souvenez-vous, lors de la première vague et la deuxième vague, le conseil scientifique a préconisé, vu le manque donc, de PCR et de tests antigéniques, donc il a préconisé le scanner comme moyen de diagnostic. Et puis maintenant, donc, il n'est plus admis donc, dans l'arsenal diagnostique. Donc, et vous voyez ici à la fin, la TDM thoracique n'est demandée qu'en cas de signe d'appel respiratoire majeur, lorsque le patient il désature, ou bien il y a une suspicion de complications infectieuses de la COVID-19, bactérienne essentiellement. Donc, devant une dyspnée, une désaturation en oxygène, par exemple. Par contre, le reste, donc les données épidémiologiques, c'est la même chose. Les données cliniques, c'est la fièvre, la toux, la dyspnée, l'asthénie, la dyspnée, l'asthénie, les myalgies, les troubles digestifs, l'anosmie, la gueusie. À signaler que pour le variant Delta, l'anosmie n'est pas constante. Mais aussi, la gueusie n'est pas constante. Par contre, la fièvre et les myalgies, l'anorexie sont toujours là. Et nous verrons tout à l'heure la différence. Concernant les critères biologiques, la CRP n'est pas un critère biologique, n'est pas un critère diagnostique, mais c'est surtout la lymphopénie. Si on doit faire une lymphomie, c'est pour rechercher donc la lymphopénie. Alors, le diagnostic de certitude, lorsqu'on vous pose la question et vous avez un malade, surtout lorsqu'il vient, par exemple, son dossier est rejeté par la CNAS, il vous dit, donc il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de certitude de diagnostic chez ce patient parce qu'il n'a pas fait PCR. Et que faut-il faire? Que faut-il faire? Que faut-il prendre en considération comme moyen diagnostic? Alors là, on a ajouté le test antigénique. D'accord? Le test antigénique, maintenant, c'est un facteur, c'est un élément pour le diagnostic. Et il faut savoir que le test antigénique, c'est surtout la fenêtre entre le deuxième jour et le cinquième maximum, sixième jour. Donc, c'est les 4 premiers jours le plus souvent. Mais un test antigénique négatif n'élimine pas donc une infection au Covid. Donc, il faut compléter par une PCR. Donc, ça, c'est obligatoire. Et là, le schéma, donc sujet asymptomatique avec notion de contact et avec contact avec un cas confirmé. L'idéal, c'est la RT-PCR. Si ayant présenté des symptômes depuis plus de 14 jours, donc là, comme on a dit tout à l'heure, c'est essentiellement le test sérologique. On va chercher soit IgM positif ou IgM négatif, mais l'essentiel, on va trouver que le malade était en contact avec le virus, c'est essentiellement les IgM ou les IgG. Maintenant, si le sujet il est symptomatique, donc s'il a moins de 7 jours, c'est, comme je l'ai dit, donc c'est le test antigénique. S'il est positif, c'est confirmé en vert. S'il est négatif, donc obligatoirement, il faut confirmer par la RT-PCR. Maintenant, si le sujet il a plus de 7 jours, et là, c'est obligatoirement la RT-PCR. Et vous voyez que le scanner ne fait plus partie donc, des critères diagnostiques ou des éléments diagnostiques, malgré le manque donc, de PCR, la disponibilité de PCR à travers le territoire national. Et beaucoup de médecins, vous-même peut-être, vous continuez donc à faire les scanners pour faire le diagnostic. Donc, l'évaluation maintenant concernant l'évaluation et concernant pardon, donc je dois supprimer ça pour que vous puissiez mieux voir. Ça gêne un petit peu. Voilà, c'est mieux. Alors, l'évaluation de l'état du patient pour la décision d'une prise en charge en ambulatoire ou en hospitalisé. Quels sont les malades qu'il faut hospitaliser? Quels sont les malades qu'il faut suivre à titre externe? Parce que pendant la troisième vague, il y avait une demande importante sur l'hospitalisation et on était obligé de choisir, de sélectionner les malades qui vont bénéficier d'une hospitalisation ou pas. Donc, d'abord, c'est devant la présence de signes de gravité. Vous le connaissez, les signes de gravité. C'est essentiellement lorsqu'il y a une dyspnée importante avec tirage, lorsque vous avez une oxymétrie qui vous renseigne sur une hypoxie SpO2, donc inférieure à 0,92. Donc, les patients qui ont
des signes de gravité, il faut l'hospitaliser. Les patients qui n'ont pas de signes de gravité, donc on peut les traiter à trait externe. Donc, pour les patients symptomatiques, un bilan biologique doit être effectué avant le démarrage du traitement. Donc, ça veut dire que tous les malades, théoriquement, si on suit cette instruction, tous les malades doivent bénéficier, donc, devraient ou doivent bénéficier donc d'un bilan sanguin. Formule, glycémie, CRP, dédimère, bilan rénal, ionogramme. Donc, les dédimères chez tout le monde. Et on a vu au début, on faisait même les troponines. Maintenant, donc, il ne faut plus faire le dosage de la troponine. Mais les dédimères, par contre, il faut les faire s'ils sont disponibles parce qu'on ne sait pas quel est le malade qui va compliquer. Parce que souvent, il y a des malades qui sont en bon état, sans critère de gravité. Après 2, 3 jours, 4 jours, ils risquent de faire une complication de type thromboembolique, soit embolie pulmonaire, soit thrombose des membres inférieurs, soit une pneumopathie sévère. Et l'idéal, c'est d'avoir un taux de dédimère de démarrage, hein, d'accord, au début de l'hospitalisation, de départ, et qui va nous renseigner sur la gravité, sur l'évolution de ce taux de dédimère. Donc, le bilan doit être, ce qui est nouveau aussi, le bilan doit être refait 5 jours après, d'accord? Et d'autres examens biologiques peuvent être demandés en fonction de l'état clinique du patient. Si le patient s'aggrave, obligatoirement, donc, il faut demander d'autres examens, entre autres, par exemple, la troponine et d'autres examens complémentaires. Et là, on s'est posé la question sur l'intérêt de la troponine. Et je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que la troponine traduit une souffrance myocardique ou une cytolyse des monocytes? Est-ce que traduit une ischémie ou un syndrome coronarien aigu? Troponine. Donc, est-ce qu'elle traduit une athérothrombose? Est-ce qu'elle est en faveur d'une maladie ou d'une complication athérothrombotique? Un spasme, un problème hémodynamique, une insuffisance cardiaque décompensée, une embolie pulmonaire avec cœur droit aiguë, une inflammation ou ce qu'on appelle une myocardite, une inflammation du myocarde, une cause infectieuse. La troponine n'est pas spécifique du Covid, n'est pas spécifique d'une complication du Covid. Donc il faut l'interpréter avec d'autres examens, essentiellement, donc avec le CG. Même si vous avez des troponines élevées, ça ne veut rien dire. Et voilà, ici les causes d'élévation de la troponine. L'insuffisance rénale peut donc être responsable d'une élévation de troponine, l'insuffisance cardiaque congestive, les crises hypertensives sévères, la tachy ou la bradycarythmie, l'embolie pulmonaire, la myocardite, les AVC, la dissection aortique, les contusions, l'hypothyroïdie, le syndrome de Takotsubo, les maladies infiltratives telles que l'amylose, l'hémochromatose, et puis certains médicaments qui sont connus comme toxiques pour le cœur ou le myocarde, la driamycine, la 5-FU, donc c'est surtout la chimiothérapie, les brûlures étendues et les rhabdomyolyses, et surtout situation fréquente dans le cadre d'urgence lorsque vous avez un sepsis donc essentiellement respiratoire. Donc, la conclusion, une élévation de la troponine, on a conclu que n'est pas synonyme d'infarctus du myocarde, n'est pas synonyme de syndrome coronarien aigu, ne peut pas s'interpréter hors d'un contexte clinique, c'est-à-dire douleur, par exemple, thoracique presque typique, sepsis, inflammation, hémodynamique, donc il faut prendre tout ça en considération, ne peut pas s'interpréter sans un ECG, ou surtout des ECG, c'est les variations électriques. Si vous avez un troponine qui s'élève, et les ECG, c'est-à-dire le tracé électrique, donc il y a une modification, vous avez des ondes T qui sont négatives ou bien qui sont positives, ou un segment ST, il y a des modifications électriques, là, bien sûr, vous pouvez dire que c'est un problème cardiaque, risque d'ischémie myocardique aiguë. Donc, n'implique pas une coronarographie, c'est connu. Donc, donc, ça a été démontré que pendant la COVID, lorsqu'il y a une forme sévère du COVID, le plus souvent, il y a une élévation de la troponine. Et l'élévation, c'est connu maintenant, lorsque la troponine est élevée, elle est considérée comme facteur pronostic parce que le virus, donc le coronavirus, peut attaquer, comme vous le voyez ici, soit le myocarde directement, pardon, ici, donc elle peut entraîner aussi bien donc, des problèmes pulmonaires, certes,
mais aussi il peut entraîner d'autres complications cardiaques, comme vous le voyez ici, soit une atteinte donc, vasculaire, soit une atteinte donc, myocardique. Et le tableau donc, clinique est le plus souvent compatible avec libération importante des cytokines. Lorsqu'il y a, c'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique, lorsqu'il y a une élévation des cytokines, automatiquement, ça va entraîner des complications cardiaques si on n'intervient pas à temps. On a vu tout à l'heure que, le coronavirus a un tropisme cardiaque. Il peut aller toucher directement le myocarde ou les cellules myocardiques, les attaquer directement ou indirectement par le biais donc, du choc cytokinique. Donc là, l'hospitalisation, donc vous avez en même temps l'inflammation les biomarqueurs de l'inflammation qui seront perturbés, entre autres donc la CRP, la ferritine, les didymères et la procalcitonine. Donc si c'est nécessaire, il faut doser tous ces facteurs. Et on a dit tout à l'heure, d'autres examens peuvent être réalisés chez les patients qui présentent des critères de gravité. On ne va pas faire un dosage de la ferritine, de l'interleukine ou de la procalcitonine donc pour tout le monde. Mais l'ECG, on peut aussi, lorsqu'il y a des signes d'appel, on peut le répéter, surtout à la recherche donc d'une élévation du segment ST ou un trouble donc de la conduction. L'échocardiographie, si c'est nécessaire, va montrer bien sûr des retentissements donc sur les cavités cardiaques. Donc là, si vous voulez, c'est pour les malades qui sont hospitalisés ou les malades qui présentent des signes de gravité. Le plus souvent, ces signes de gravité apparaissent la deuxième semaine et non pas la première semaine. C'est exceptionnel qu'on constate ces signes-là lors de la première semaine. C'est surtout lorsqu'il y a de l'inflammation, il y a beaucoup d'inflammation, donc il y a un retentissement cardiaque. Et l'American College of Cardiology déjà a signalé qu'il n'est pas nécessaire de doser la troponine ni les pro-BNP donc, pour tout le monde. Donc, c'est dit ici, given the frequency and non-specific nature of abnormal troponin, vu que la non-spécificité et la fréquence ou de la positivité de des éléments chez les patients, donc il ne faut pas les doser systématiquement, mais plutôt c'est le sens clinique qui va nous guider justement pour les doser au bon moment pour diagnostiquer donc, les patients qui risquent de présenter un problème cardiaque aigu, essentiellement un syndrome coronarien aigu. Donc, la clinique, il faut interpréter tout ça avec la clinique, parce que, comme on a vu tout à l'heure, la troponine n'est pas spécifique d'un syndrome coronarien aigu. Mais attention, la présence de troponine, lorsque vous avez des troponines chez un patient qui présente un problème cardiaque, c'est un facteur de gravité. Mais on ne sait pas, comme on dit, est-ce que c'est l'œuf ou la poule. Donc, mais dans les deux cas, la situation est grave. Et il peut être aussi un marqueur pronostic de mortalité, surtout chez les patients qui sont âgés et qui ont une comorbidité. Le mécanisme, comme on l'a vu, donc le plus souvent, il est intriqué, il est complexe. Il n'est pas synonyme, les troponines n'est pas synonyme d'infarctus, n'est pas l'indication du coronarographie en urgence. Et je répète, donc il faut l'interpréter en fonction des données échographiques et c'est essentiellement électrique. Et les troponines, donc c'est dans moins de 3% des cas, sont associés à des myocardites. Donc la prévalence des myocardites au cours du coronavirus, c'est à peu près moins de 3%, ce n'est pas très, très fréquent. Alors maintenant, lieu de la prise en charge. On a vu tout à l'heure, voilà, ce n'est pas pour tout le monde, le bilan, ce n'est pas pour tout le monde, le bilan complet, je veux dire, mais le bilan standard, théoriquement, c'est pour tout le monde. Et le bilan spécifique de l'inflammation, des troponines et le reste, donc c'est pour les malades qui présentent des facteurs de gravité. Maintenant, on se pose la question, quels sont les malades qu'il faut hospitaliser et les malades qu'il faut suivre à l'externe. Bon, les malades qui ne seront pas hospitalisés, c'est les malades qui n'ont pas de signes de gravité. Je répète, il n'y a pas de désaturation, il n'y a pas de dyspnée sévère, et il n'y a pas de décompensation d'une pathologie sous-jacente. Quelqu'un qui a un diabète, qui fait une acétocétose, obligatoirement, c'est l'hospitalisation. Quelqu'un qui avait une pneumopathie, qui décompense sa pneumopathie, obligatoirement, il faut l'hospitaliser. Donc, je ne parle pas d'une décompensation d'une comorbidité. Par contre, un malade qui fait Covid tout court, sans autre comorbidité, s'il n'y a pas de désaturation inférieure
à 92 SPO2, donc ce n'est pas la peine l'hospitalisation. OK? Mais si la SPO2 est inférieure à 92, c'est l'indication formelle de l'hospitalisation. Le reste, donc les patients, ils seront pris en charge à titre externe et après confirmation donc, de l'infection. Bon, là, je répète ici, confirmer l'absence de signes de gravité par un médecin, donc ça veut dire qu'il faut hospitaliser. On a constaté que la plupart des malades partent chez le pharmacien, ils achètent les médicaments sans consulter le médecin. C'est archi faux, ou bien on leur donne donc l'ordonnance par téléphone. Donc, il faut, avant de juger, donc de dire que ce malade il relève de l'hospitalisation à domicile ou le suivi à titre externe, donc il faut d'abord un examen clinique complet. En matière de démarche thérapeutique, donc là, on n'était pas tous d'accord. Bon, j'ai participé à l'élaboration de cette instruction, mais on n'était pas tous d'accord concernant l'association thérapeutique spécifique, l'hydroxychloroquine. Comme vous le savez, apparemment, d'après toutes les études publiées jusqu'à maintenant, l'hydroxychloroquine n'a pas beaucoup d'intérêt dans la prise en charge de la COVID aiguë. Même si, pour certains, donc, son utilisation lors de la première semaine permet de réduire la charge virale, et qui dit réduction de charge virale, dit réduction de la forme grave. Donc, on a dit que même si on doit utiliser l'hydroxychloroquine, il faut l'associer systématiquement avec l'azithromycine. Et l'azithromycine, il ne faut pas l'utiliser seul. Si on doit traiter le coronavirus avec un antibiotique, ce n'est pas l'azithromycine, donc il faut utiliser les autres antibiotiques comme nous le verrons tout à l'heure. Donc en cas de contre-indication, donc à l'hydroxychloroquine, l'azathioprine ne doit pas être prescrite seule. Ça, c'est la règle. Et on a vu dans notre pratique quotidienne, pratiquement tous les malades sont sous azatioprine inutilement. Donc, pratiquement tout le stock a été épuisé presque. Traitement antibiotique. Allez, quel est l'antibiotique que vous utilisez, vous? Qu'est-ce que vous utilisez comme antibiotique? Hein? L'augmentin. 1, 2, 3. 3 antibiotiques à la fois? Un antibiotique, 2 antibiotiques, 3 antibiotiques, un antibiotique. Mais dans notre pratique quotidienne, lorsqu'on reçoit des ordonnances, vous avez reçu des ordonnances, on ne trouve jamais un antibiotique. Le plus souvent, c'est 2, voire 3 antibiotiques. Alors que c'est absurde, ça n'a aucun sens. Donc, on sait que c'est une infection virale, donc on ne peut pas la traiter avec des antibiotiques, et malgré ça, nos collègues continuent à utiliser donc, double, voire une triple antibiothérapie. C'est énorme. Donc, je répète, l'antibiothérapie n'est pas systématique. Elle n'est indiquée qu'en présence d'une surinfection bactérienne respiratoire. Il n'y a pas de surinfection, on n'utilise pas. Et le meilleur critère, bien sûr, donc théoriquement de la surinfection, si vous pouvez, bien sûr, c'est la procalcétonine. Bon, maintenant, mais on ne peut pas doser la procalcétonine pour tout le monde. Antibiothérapie recommandée, c'est l'amoxicilline, donc l'augmentin, associé à l'acide clavulanique, pendant 7 à 10 jours. C'est le premier médicament. Le ciprolan ou le ciprofloxacine, donc à raison d'un comprimé matin et soir, pendant 10 jours. En cas d'allergie au bêta-lactamine, c'est les macrolides ou fluoroquinolone. Donc, théoriquement, c'est l'antibiothérapie par voie orale. Ce qu'on a constaté dans la pratique quotidienne, c'est que les gens utilisent l'antibiothérapie injectable à la maison. Moi, personnellement, j'ai été sollicité à maintes reprises pour donner à certaines personnes donc, des antibiotiques injectables. Alors que là, c'est clair, le malade qui nécessite un antibiotique injectable, il doit être hospitalisé, on ne peut pas le faire à la maison. Et d'ailleurs, on a été même sollicité par l'AMPP, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, pour donner l'autorisation, l'AMN, à certains antibiotiques pour qu'ils soient utilisés à titre externe. Il a été utilisé à la maison, c'est-à-dire, vu l'urgence, vu le manque de place dans les hôpitaux, d'accord? Et nous, en tant qu'experts cliniciens, l'équipe de maladies infectieuses ont refusé justement de donner l'accord d'utiliser ces antibiotiques à titre externe, donc
en milieu, donc, à domicile. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, ce qui est recommandé par le ministère de la Santé, c'est d'utiliser ces antibiotiques injectables en milieu hospitalier et non pas à domicile. Mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent à domicile, je ne sais pas, ils les récupèrent de l'hôpital et l'utilisent à domicile. Donc, le traitement anticoagulant aussi, c'est un sujet important. Un traitement anticoagulant peut être envisagé dans les situations suivantes. Alors, pour vous, c'est systématique l'anticoagulation ou pas? Non? Pardon? Pourtant, tout le monde utilise l'anticoagulation. Thomas, vous ne l'utilisez pas. Il y a eu une pénurie quand même d'anticoagulants. La tenzaparine et l'enoxaparine, il y avait une pénurie au niveau des pharmacies. On était obligé de faire une déclaration donc, pour éviter l'automédication, essentiellement pour ces deux médicaments, pour les anticoagulants, pour l'HBPM, les HBPM et pour les antibiotiques. Il y avait une pression terrible, une tension sur ces produits-là pendant la troisième vague. Donc, alors que les indications sont claires, seront éligibles donc, au traitement anticoagulant à dose préventive les patients suivants. Patients obèses ou en surpoids. Obèses, c'est au-delà de 30 kg par mètre carré, entre 25 et 30, donc théoriquement, c'est en surpoids. Les sujets immobilisés, ayant un cancer, ayant un antécédent de maladie thromboembolique, les patients qui désaturent. D'accord, les patients qui désaturent automatiquement. Et les patients qui ont un taux de dédimère supérieur à 500. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les patients doivent bénéficier d'un bilan biologique. Parmi les éléments, ou si vous voulez, les biologiques, c'est le taux de dédimère. Est-ce que vous faites systématiquement le taux de dédimère? Vous le faites? Ben, moi, ça m'arrive, je ne le fais pas systématiquement. C'est-à-dire un malade, forme légère, il n'y a rien du tout. Eh ben, il y avait une pénurie de dédimère. C'est vrai, c'est une recommandation. On doit le faire. J'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une valeur de départ pour voir l'évolution dans le temps, si le malade complique. Mais est-ce que c'est réalisable? D'abord, ça coûte un peu cher. Je ne sais pas, 3 000 ou 4 000 dinars. Et imaginez une famille, 4 personnes à la maison, 4 000 dinars, zid le scanner, zid la PCR, zid le... Ça va être très, très difficile. Donc, la dose qui est recommandée, donc pour l'enoxaparine, c'est 4 000 unités, c'est ce qu'on dit 0,4, c'est 4 000, 0,4. Là, ce n'est pas systématique. L'âge n'est pas un facteur. L'âge n'est pas un facteur, c'est le poids. Quiconque est immobilisé, il a un cancer, maladie thromboembolique, sinon l'âge n'est pas un critère. D'accord? Bon, maintenant, le traitement, la durée, l'idéal, c'est 10 jours. Je vous rappelle ça parce qu'on va voir tout à l'heure un cas clinique, un malade qui complique, qui fait une thrombose des membres inférieurs, puis il fait une embolie pulmonaire, malgré qu'il a reçu 10 jours de traitement. Donc, ce n'est pas évident. Alors, le traitement d'une durée de 10 jours qui pourra être prolongé jusqu'à 1 mois, en fonction du taux des dédimères et l'état clinique. 1 mois, on a dit 1 mois, mais on peut aussi prolonger au-delà de 1 mois. C'est-à-dire, on peut ainsi, le malade fait, entre-temps, il fait une maladie thromboembolique. S'il fait une thrombose des membres inférieurs, c'est 3 mois. S'il fait une embolie pulmonaire, c'est 6 mois. On peut aller jusqu'à 6 mois, ça dépend. Donc, traitement d'une durée de 10 jours qui pourra être prolongé jusqu'à 1 mois. Donc, et le taux de dédimère, si le taux de dédimère est négatif, le traitement est interrompu lorsque les dédimères sont inférieurs à 500, parce qu'au début, on a pris en considération 500. C'est la valeur où on doit commencer donc, le traitement. Mais je pense que c'est jusqu'à la négativation, ce n'est pas obligatoire. Hein. Donc, la négativation, ce n'est pas obligatoire, même si certains maintenant, ils surveillent. Donc, les dédimères, si les dédimères ne sont pas négatifs, j'arrête pas l'anticoagulation. Les recommandations ici, c'est 500. À 500, vous pouvez arrêter, vous avez une couverture parce qu'il y a une instruction ministérielle. Et moi, j'ai suivi l'instruction ministérielle. Les doses curatives, donc théoriquement, c'est en milieu hospitalier. Hein. Donc, c'est les doses. Donc là, et vous trouvez cette instruction sur le site du ministère de la Santé. Vous l'avez eu déjà. D'accord, mais le plus important, c'est la critiquer. Alors, dédimère supérieur à 3 000, patient au stade sévère
des lésions pulmonaires, si vous avez une atteinte bilatérale, avec un risque thromboembolique élevé, donc patient au bec, il y a plusieurs facteurs à l'avoir. Donc, les doses, ils sont là. La corticothérapie. Alors, faut-il donner une corticothérapie systématiquement? On a vu, la plupart des malades sont sous corticoïdes, malheureusement. Donc, les instructions du ministère de la Santé sont rarement suivies parce qu'il n'y a pas de sanction après. Parce qu'on ne peut pas utiliser un médicament oral, même si le ministère de la Santé a dit qu'il ne faut pas utiliser les corticoïdes, sauf dans les cas compliqués, il ne faut pas les utiliser. Tout simplement parce que les malades, même s'ils n'ont pas remboursé, ils achètent, donc ils payent leurs médicaments, ils payent les examens complémentaires. Alors, donc, corticothérapie, la durée, c'est pour combien de temps, d'après vous? 3, 10 jours, 20 jours? 5 jours. La corticothérapie de courte durée, elle est définie comment? Combien de jours? Pas de 15 jours. Et l'idéal, c'est quoi? La corticothérapie de courte durée, ça peut aller de 3 à 10 jours. En général, ça tourne entre 5 et 7 jours. C'est ce qu'on dit, surtout pour les infections aiguës. Vous avez une sinusite sévère. Si vous ne donnez pas de corticoïdes, les antibiotiques ne diffusent pas au niveau des sinus. Donc, il vaut mieux donner pendant 3 jours ou 5 jours une forte dose et puis arrêter brutalement, parce que ça a été démontré. La corticothérapie de courte durée n'est pas néfaste. C'est-à-dire, vous arrêtez, vous n'êtes pas obligé d'arrêter progressivement et vous ne risquez pas de décompenser une pathologie sous-jacente. C'est bon? Et vous n'êtes pas obligé de prescrire un régime sans sel. C'est connu. Mais attention, donc on commence en 10, 5, 10 jours, mais il y a des malades qui nécessitent plus, des malades qui compliquent, des malades qui ne s'améliorent pas, des malades qui présentent, par exemple, une dyspnée persistante. Donc, vous pouvez aller courte durée, mais allez, vous pouvez pousser jusqu'à 15 jours. Si vous dépassez 15 jours, théoriquement, vous rentrez dans la corticothérapie au long cours avec toutes les conditions possibles. D'accord? Donc là, les doses, vous les connaissez. Les critères d'aggravation. Donc, les critères témoins d'une aggravation, c'est les critères cliniques. Donc, c'est l'apparition d'une dyspnée ou l'aggravation d'une dyspnée, fréquence respiratoire supérieure à 30, SpO2 inférieur à 92. Ça, c'est un élément important. Il faut le retenir très, très bien. Critères biologiques. La CRP supérieure à 30, on a hésité parce qu'il y a des malades qui ont des, comment dirais-je, des signes pulmonaires sévères avec une CRP inférieure à 30. Donc, au début, on a dit 50, 100, ben, on a dit 30. Ben, allez, on était tous d'accord. Les critères radiologiques, TDM, on a dit tout à l'heure, la TDM n'est pas obligatoire. Il ne faut pas la faire au début, sauf s'il y a des signes de gravité. S'il n'y a pas de signe de gravité, ce n'est pas la peine. C'est des recommandations du ministère de la Santé. Extension de l'étendue, donc des lésions entre 25 et 50% en plus, justifiant la prescription immédiate de la corticothérapie parentérale. Donc, c'est ça l'indication de la corticothérapie. Au début, et là, que faut-il donner? Au début, on donnait systématiquement du solimidrol. Et puis, depuis la publication d'un article donc, sur le New England Journal, donc les Anglais ont démontré que la dexaméthasone donc, était plus efficace que les autres corticoïdes et réduit le taux de mortalité. Donc, c'est pour cela qu'il faut, dans les formes avec une désaturation, utiliser donc, la dexaméthasone au lieu d'utiliser le solimidrol. Mais bon, maintenant, dans la pratique, je sais, surtout les libéraux utilisent systématiquement la corticothérapie. Il y a des libéraux avec nous? Je suis sûr qu'ils utilisent systématiquement. Parce qu'à c'est normal, لازم كي يجي المريض ما يرجعش، لازم المريض يحس باللي سي اميليوري. دونك انا قالوها لي j'ai posé la question. Non, 5 jours معليش. À partir du 5e jour, c'est-à-dire, tu vas voir le malade au 5e jour. Donc, il dit qu'à J1, J5. Oui, il dit, regarde. Ils viennent tous. Ah, d'accord. Très bien. OK. Très bien. Alors, traitement corticoïde injectable, c'est normal. Donc, dexaméthasone et méthylprédnisolone. C'est donc chez les malades qui s'aggravent. Théoriquement, c'est des malades qui nécessitent hospitalisation. Mais il faut faire attention lorsque le patient présente une insuffisance rénale où il a aussi, d'accord, les patients qui présentent des troubles psychiatriques, qui ont déjà un profil psychiatrique, parce qu'il y a des malades qui font
donc des décompensations psychiatriques. Alors, le traitement symptomatique, souvent, on a tendance à donner des corticoïdes, à donner des antibiotiques, et on oublie le traitement symptomatique parce que le symptôme majeur chez ces malades-là, c'est la douleur et la fièvre. C'est la fièvre, donc il faut lutter contre la fièvre. On a vu, des fois, ça dure une semaine, voire 10 jours, et c'est beaucoup. Donc, ça peut entraîner donc, des hallucinations, ça peut entraîner même, si vous voulez, donc un amaigrissement important. Donc, la toux aussi, surtout lorsqu'il y a une hyperréactivité bronchique. Et nous verrons tout à l'heure, cette toux, elle peut persister plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Elle persiste donc le post-Covid et le traitement est presque le même. C'est l'idéal, c'est le traitement local. Et on a vu par inhalation, il y a deux types d'inhalation. Donc, il y a la forme sèche, poudre. Cette forme-là, parfois, elle peut aggraver donc, la toux. Donc, il faut utiliser une forme un peu liquide avec nebulizeur. N'oubliez pas les apports hydroélectrolytiques, c'est important. Les apports électrolytiques, surtout l'hypocalémie, on a constaté beaucoup d'hypocalémie, d'hyponatrémie, surtout chez le sujet âgé, d'autant plus que c'est des malades qui sont anorexiques, donc ils n'ont pas envie de manger. Donc, l'idéal, c'est de s'occuper de ces patients âgés. Lorsqu'ils partent, par exemple, au sanitaire ou à les toilettes, un oxygène. Le malade qui est désaturé. En premier temps, je me souviens que la deuxième vague, on a perdu 2 ou 3 malades. Comme ça, parce que tout simplement, lorsqu'ils partent, donc ils restent pendant 5-10 minutes, ils font une désaturation et ils font un arrêt cardiaque. Donc, il ne faut pas laisser les malades, si c'est nécessaire. Soit ils font des besoins dans le lit, soit il faut leur donner donc un extracteur d'oxygène pour la désaturation. La prise en charge des comorbidités, c'est important. Le diabète, l'HTA, l'insuffisance respiratoire chronique. Et ne pas oublier la prise en charge psychologique. Il faut ici rassurer, surtout à l'hôpital. On a vu des malades souvent, ils sont inquiets parce qu'il y a une tachycardie, il y a de la fièvre, il ne s'améliore pas. Donc, il ne voit que son voisin qui est décédé il y a quelques temps. Donc, ne pas hésiter à insister sur le profil psychologique et essayer, bien sûr, de gérer l'anxiété. L'oxygénothérapie, donc voilà, à la maison, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est pratiquement pour tout le monde. Tous les patients qui désaturent, qui ont moins de 92, donc il faut de l'oxygénothérapie. Bien sûr, l'objectif, c'est d'augmenter donc cette oxygénothérapie 95, voire 96. Le débit il sera bien sûr ajusté en fonction de la sévérité. On augmente progressivement donc jusqu'à 95, 96. Et donc, les extracteurs d'oxygène actuellement sont disponibles, 5 litres, 10 litres. Donc, un malade qui nécessite plus de 5 litres, je pense, il faut déjà se préparer psychologiquement pour l'envoyer à l'hôpital. Donc, l'augmentation du débit, donc, comme je l'ai dit, donc, on augmente progressivement toutes les demi-heures, voire toutes les heures, et vérifier si le malade il nécessite plus de 20 litres, voire 30 litres obligatoirement. Donc là, il faut faire appel à un réanimateur proposé par le groupe de travail, un réanimateur, bien sûr, pour ce qu'on appelle la VNI. La VNI, maintenant, là, pendant la troisième vague, elle a été utilisée même par les pneumos, par certains internistes, d'autres médecins qui ont appris l'habitude de l'utiliser, ceux qui font surtout l'apnée du sommeil. Nous, dans le service, on l'a utilisé pendant la deuxième et la troisième. Et ça peut aussi aider, d'accord, mais quel que soit, un malade qui nécessite la VNI doit obligatoirement avoir un avis chez le réanimateur, c'est-à-dire le préparer, même informer le réanimateur, voilà un malade qui nécessite 30 litres. Même si je le prends chez moi, probablement dans 2 heures, dans 3 heures ou bien dans une journée, donc certainement il sera hospitalisé chez nous. Le sévrage, donc la même chose, il faut diminuer progressivement et donc jusqu'à 1 litre, puis garder le patient pendant 6 à 12 heures avant de le faire sortir. Le sévrage complet se fait sur 24 heures à peu près. Alors, les adjuvants, comme vous le savez, on utilise tous de la vitamine C, du zinc, de la vitamine D, du magnésium, on corrige la calémie, tout ça. Donc, il faut l'utiliser, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques, mais on les utilise, c'est tout à fait normal. Donc, la vitamine C, c'est bien sûr, ça booste un petit peu, surtout la vitamine D en intraveineuse. Donc, ça marche encore mieux que par voie orale, pour les malades hospitalisés. Donc, la vaccination COVID, donc il ne faut pas oublier.
Donc, il ne faut pas, ce qu'on a dit tout à l'heure, un test sérologique ou antigénique, une PCR, avant la vaccination. Donc, un malade qui se présente pour la vaccination, il faut le vacciner. Il ne faut pas oublier que le geste barrière, même dans cette situation, même actuellement, même si le nombre apparemment de PCR positifs est inférieur à 100, il ne faut pas négliger les gestes barrières, je pense. C'est le seul moyen, justement, avec, bien sûr, la vaccination, qui vont nous permettre d'éviter une quatrième vague ou du moins avoir une quatrième vague moins sévère que la troisième vague. Voilà, très bien. Donc, le confinement aussi, le problème se pose, c'est que à l'époque, vous vous souvenez, donc on laissait les malades 15 jours, 21 jours à l'hôpital. Et avant la sortie, on fait une PCR la première, deuxième, troisième. Maintenant, la PCR n'est pas obligatoire, ça ne sert à rien de faire une PCR. Deuxièmement, dès la disparition des symptômes, vous pouvez libérer le patient. Théoriquement, 10 jours après, le malade, il n'y a plus de risque d'infection, donc vous pouvez le libérer. Et on a vu, il y a des patients qui persistent maintenant, qui restent pendant des semaines et des semaines chez eux. Ils ne peuvent pas reprendre le travail, soit à cause d'une fièvre, soit à cause d'une douleur, soit à cause de troubles psychiques, soit à cause d'autres problèmes. C'est ce qu'on appelle le post-Covid. Et nous verrons tout à l'heure, c'est quoi le post-Covid. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est le chat. L'idéal, c'est tout à l'heure. Mais s'il faut répondre maintenant, on peut répondre, hein, donc ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, micro s'il te plaît. Oui. Oui. À propos du didymère, oui. On sait que les didymères ne sont pas spécifiques aux embolies pulmonaires. Ouais. Pourquoi on demande à partir de 500 une suspicion et mettre systématiquement le patient sous un anticoagulant? On ne voit pas. Sachant que le didymère, il n'est pas spécifique d'une embolie pulmonaire. On peut avoir 500 sans avoir une embolie pulmonaire. Il y a des autres pathologies qui peuvent donner des didymères augmentés. Ce n'est pas l'embolie pulmonaire, c'est la prévention de l'embolie pulmonaire. Ouais. Ce n'est pas une embolie pulmonaire. Les didymères, lorsqu'ils sont positifs, ça veut dire qu'il y a un risque, probablement, le malade, il fait une embolie ou une thrombose quelque part. Mais s'ils sont négatifs, on l'élimine. Négatif, on élimine. Ça. Positif, ça ne veut pas dire qu'il est en train de faire un problème. Donc là, c'est une embolie, mais on prévient l'embolie. Ah oui, c'est un traitement préventif, on a dit. Ouais. Ce n'est pas un traitement curatif. Curatif, c'est autre chose. Là, on a dit c'est un traitement préventif. À partir de 500, on met systématiquement. Systématiquement, on le met. 500, on met systématiquement avec les facteurs de risque. Ouais, bien sûr. Non, avec les facteurs de risque. Sujet obèse, en surpoids ou obèse, immobilisation, antécédent de maladie thromboembolique, cancer, bien sûr. C'est un facteur de risque. Parce que déjà, c'est connu, le coronavirus, il est thrombogène. D'accord. Deuxièmement, le malade, il a un autre facteur qui est, par exemple, l'obésité ou l'immobilisation. Donc, il y a deux facteurs, il y a un risque quand même. Non, donc, il vaut mieux. De toute façon, avec les facteurs, je les mets systématiquement sans chercher les didymères. Non, tu ne les fais pas. Je les mets systématiquement sans même pas chercher les didymères. Oui, bien sûr. Non, là, il y a un critère. Les didymères, seulement les didymères. Eux, ce n'est pas un critère pour mettre le patient sous un anticoagulant. Les didymères, non. Bon, si c'était en dehors de la COVID, oui. Mais là, on a dit, parce que la maladie, parce que le coronavirus, il est connu, il est thrombogène. Donc, il entraîne, comme nous le verrons dans un cas clinique, il entraîne ce qu'on appelle une endothelite. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque accru de thrombose. Thrombose, soit au niveau du membre inférieur, ou mais un peu partout, embolie pulmonaire ou dans un autre territoire. Donc, c'est un traitement préventif parce que ça a été constaté que les malades qui ont plus de 500, d'accord, développent
plus de thrombose ou d'embolie par rapport aux patients qui n'ont pas été traités, les patients qui n'ont pas qui ont moins de 500. C'est la limite, quoi. Là, on a dit 500, c'est la limite. Au-delà de 500, c'est-à-dire à 3000, on le considère comme une complication. On ne va pas la chercher, d'accord? On n'est pas obligé de la chercher, mais on traite, d'accord? C'est un traitement préventif, ce n'est pas un traitement curatif. Qui est 500, c'est un traitement préventif. Mais surtout, lorsqu'on fait... Pourquoi on a pris 500? Parce que des fois, on peut trouver des didymères à 100, à 200. Mais surtout l'ascension des didymères. Lorsque vous voyez que les didymères augmentent dans le temps. Le problème se pose, par exemple, chez la femme enceinte. La femme enceinte, elle a des didymères positifs. C'est l'ascension des didymères dans le temps qui va nous pousser à mettre la patiente sous traitement. Mais s'il reste stable, il n'y a pas de problème. OK. Une autre question? Nous allons à 2 minutes pour la pause. Est-ce qu'il y a une preuve? Oui? Est-ce qu'il y a une preuve que le vaccin fait augmenter le taux de dédimère? À ma connaissance, non. À ma connaissance, c'est que les vaccins, on va parler des vaccins tout à l'heure ou demain, c'est qu'il y a certaines complications qui existent avec certains vaccins. Ça a été démontré, ce n'est pas systématiquement, mais parfois c'est une complication. Par exemple, avec l'AstraZeneca, ça a été déclaré à maintes reprises, donc des complications thromboemboliques. Mais aussi, il y a eu d'autres complications à type de thrombopénie. Okay? Il y a eu des cas de myocardite, il y a eu des cas de péricardite, il y a eu d'autres complications. On en parlera demain, Inch'Allah. D'accord? On vous demande la durée maximale du traitement anticoagulant. La durée maximale d'anticoagulant, non, il n'y a pas de durée maximale. Chaque cas est un cas. Un malade qui a été mis sous traitement préventif, c'est-à-dire il a à peu près 500 de dédimères, okay, ou bien il n'a pas de dédimères augmentés, mais il a un excès pondéral. Et donc là, voilà, il a une obésité, je le mets pendant 10 jours. On a dit 10 jours. Il y a des malades qui désaturent, on maintient jusqu'à 1 mois. Il y a des malades qui compliquent, qui font une thrombose ou une embolie, on est obligé d'aller au-delà. On met 3 mois, on met, si c'est nécessaire, 6 mois, on le met, pas de problème. Le problème, le type d'anticoagulant. Au-delà de 1 mois, au lieu de donner donc l'HBPM, on va passer à l'anticoagulation orale. Est-ce qu'on donne pas l'aspigique, l'anticoagulation orale avec ses antiagrégants? Est-ce qu'on va donner des ADO, des AOD, c'est-à-dire les nouveaux anticoagulants directs, ou bien on maintient les anciens, les antivitamines K? Donc, la phase aiguë, c'est-à-dire au début, donc, il faut choisir l'HBPM. On a eu des malades qui étaient déjà même à l'hospitalisation lorsqu'ils font une complication, qui étaient sous antivitamine K. On arrête l'antivitamine K et on les met sous HPP1 parce qu'on contrôle mieux. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent après, faire le TP ou l'INR. Donc, au bon moment, après ajuster les doses. Donc, il vaut mieux, voilà, dose curative ou dose préventive. Pour l'HPPM, on donne une dose du problème est réglé. La question concernant la vaccination, elle dit pour un patient en fait qui a reçu Sinopharm et par erreur il reçoit du Sinovac. Est-ce que le vacciné est immunisé et comment faire pour le certificat de vaccination? Bon, déjà, Hadi, elle a anticipé. Normalement, Hadi, c'est pour demain. OK. On la laisse pour demain, Inch'Allah. D'accord? Très bien. OK. Il est 10h30. Je pense qu'on fait une pause. Si Madame Gougam est d'accord. Voilà, on continue? Non, on fait une pause si vous voulez. C'est à vous de me dire. Vous avez programmé la pause? Oui, elle est programmée. On fait la c'est pause. posé. Donc, il n'y a pas de problème. donc pendant 15 minutes, on revient. Très bien. 15 minutes, hein, pas plus. Très bien. Ouais. أهلا. نخمسوا ولا لا؟